Aujourd'hui, nous allons parler des voitures autonomes, des applications pour le suivi des menstruations et de l'univers de Marvel. Bienvenue dans Club Internet. Salut à tous, c'est Julien de Numérama et je suis super heureux aujourd'hui de vous présenter notre premier numéro de notre podcast nommé très sobrement Club Internet. Et je suis aujourd'hui avec trois personnes qui m'ont rejoint pour faire ce premier numéro. On a à ma gauche, vous la voyez pas, mais c'est à ma gauche, je vous le promets, c'est Nelly qui est journaliste à Numérama et qui va nous parler aujourd'hui de Monstrutech, a priori. Bonjour. On a également Alexis qui est rédacteur en chef adjoint à Numérama et qui va nous parler de voitures autonomes. Hello. Et j'ai l'honneur d'accueillir notre invité, donc Jean-Christophe Detrain, que vous connaissez probablement plus sous le pseudo de Fastkill, qui est là pour nous parler de son livre et du MCU pour Marvel Cinematic Universe. Bonjour. Et maintenant, on passe aux news. Club Internet. Tout de suite, on va passer aux news, et la première news, la souffrance en VR. Alors, j'aimerais un peu vous parler de ce concept de souffrance en VR. La VR, vous savez ce que c'est la réalité virtuelle, donc un concept dont on parle depuis déjà 2-3 ans, sans que ça perce vraiment, à part chez les passionnés et vraiment les gros nerds de nouvelles technologies, hein, on va pas se mentir, hein, ça n'a pas vraiment touché le grand public. Pourquoi parler de la douleur ? Parce que la réalité virtuelle, c'est une expérience qui, pour le coup, nous projette dans un autre univers, qui nous amène dans des lieux qu'on peut normalement pas appréhender, dans lesquels on peut pas visiter, etc. Et on a aujourd'hui une entreprise du coup sud-coréenne qui s'appelle Tegway et qui a sorti un petit module, un accessoire qui peut être branché à un casque de réalité virtuelle et qui va simuler, alors on dit de la douleur, mais c'est des températures en fait. Donc c'est de l'extrêmement froid et de l'extrêmement chaud, et a priori avec des technologies qui reposent sur des petites décharges électriques, ça peut aussi simuler des pincements. Donc le délire, pour eux c'est un délire, hein, moi je sais pas trop encore, mais c'est par exemple vous approchez d'un feu et le petit objet du coup va se mettre à brûler, il va monter en intensité, et plus vous approchez du feu, plus vous allez brûler. Autre exemple d'application, on voyait quelqu'un qui entrait dans de l'eau glacée, et plus il entrait, plus le petit objet se refroidissait. Alors effectivement, ça ajoute une nouvelle dimension à la réalité virtuelle. Alors on sait qu'on avait le tracking des yeux, on avait des casques hyper immersifs avec le HTC Vive ou alors l'Oculus Rift. Maintenant, on a des sens, des sensations, en plus des accessoires qui peuvent être des petits flingues ou des trucs comme ça. En revanche, voilà, j'ai une question moi à vous poser. Donc peut-être Anneli qui a écrit cette news. Est-ce que ça t'intéresse en fait de ressentir du mal en VR ? J'avoue qu'à titre personnel, même quand j'écrivais l'article, je me disais où est l'intérêt en fait d'une telle innovation. Surtout, je pensais aussi à l'aspect dangerosité. Alors, a priori, je crois que c'était maximum 40 degrés qu'on pouvait ressentir en termes de chaleur. Ça peut peut-être pas paraître énorme, mais on peut imaginer que ça pourrait quand même, je sais pas si on peut se brûler avec ce genre de choses. Enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'après, s'il y a d'autres applications, ça devienne dangereux ? C'est ça que je me suis dit, surtout en écrivant ça. Ouais, bien sûr. Après, ça fait une expérience un peu radicale. On sait qu'on a vu au début de la VR qu'il y avait pas mal d'expérimentations autour notamment de la mort. On voyait des expériences sur une planche où on proposait à la personne d'affronter son vertige. Je crois qu'il y en a qui l'ont testé ici. Enfin, en tout cas, moi je l'ai testé au MWC, et c'est vrai que c'était assez impressionnant. On n'ose pas trop faire le pas, alors qu'on a vu quelques minutes avant que c'était à 10 cm du sol. Mais du coup, ça simule bien. Donc je me dis, est-ce que voilà, la VR, ça nous autorise à avoir des expériences un petit peu radicales sans finalement courir de risques. Je sais pas ce que t'en penses, Fasque. Alors moi je pense que c'est ce qui manquait à la VR pour séduire le grand public, hein, c'est de mettre de la douleur. Non, vraiment, enfin, la VR j'ai du mal, hein, je suis le truc depuis le début, et pour le coup j'ai un peu le même avis que mon ami Kef. Je pense que c'est une phase en fait, c'est une phase expérimentale effectivement, mais je vois pas ce truc-là devenir un périphérique. Alors vous pourrez me quoter plus tard si je me suis planté, hein. Mais je vois pas devenir un périphérique grand public pour la bonne et simple raison que c'est pour le
le moment encore beaucoup trop envahissant. Il y a beaucoup trop de trucs à mettre en place. Et puis surtout, je trouve que sur le long terme, ça reste problématique. C'est un truc qui doit être chouette à expérimenter, pouvoir faire des roller coasters et des trucs comme ça. Ça doit être cool, mais je le vois pas intégrer l'environnement du gamer de manière permanente sur le long terme, en tout cas. D'accord, ouais. T'es plus dans cette tendance qui croirait peut-être au renouveau des salles d'arcade ou un truc comme ça, peut-être, avec, voilà, c'est ça, avec des expériences très courtes sur un titre particulier qui a été développé pour ça, mais à titre personnel, chez moi, j'en veux pas parce que je m'en servirai probablement pas, quoi. Enfin, je veux dire, je le montrerai à des potes, ce sera cool quand ils viendront, on pourra tester des trucs, comme on l'a vu avec les versions bêta qui sont sorties, hein, c'était ça en fait, hein. T'en avais un qui l'achetait, t'avais 10 potes qui venaient voir, et puis après, on rangeait, plus personne s'en sert, quoi. Exactement, et c'est arrivé exactement la même chose au bureau, donc on peut témoigner. Mais en parlant de salle d'arcade, je crois qu'Alexis, t'es allé en visiter une. Oui, c'est ça, c'était pas loin d'ici d'ailleurs, et c'était intéressant puisque c'était vraiment des jeux conçus pour la VR. Donc il y a un titre dont j'ai évidemment oublié le nom, mais qui est un FPS très bien foutu où on affronte des robots, et on avait la possibilité de les saisir, de leur arracher le crâne, leur arracher les bras, et c'était vraiment pensé pour la VR, et pour le coup c'était une expérience convaincante. Et je pense que les ajouts comme la simulation de la douleur, ça illustre aussi le fait que la VR, justement, il manque pas mal d'éléments pour que ça décolle. Et il y a une société japonaise récemment qui avait créé un appareil qu'on branche à son casque qui permet de simuler les odeurs. Donc c'est un peu dans le même esprit. Bon, c'est peut-être plus pratique effectivement de pouvoir sentir, je sais pas, un arbre quand on visite un décor ou un truc comme ça, mais ça reste assez limité. Ok, donc des expériences un peu sensorielles qui pourraient arriver dans des endroits clos et dans des périodes de temps très déterminées. Parce qu'après, bon, effectivement, il faut pas oublier le facteur évident de la réalité virtuelle, c'est que c'est lassant, hein. On a vu des expériences où des gens passaient 48 heures à l'intérieur. Certes, c'est sympa, mais c'est une expérience scientifique plus que... C'est lassant, et puis c'est épuisant aussi physiquement. C'est beaucoup plus demandeur en fait que de jouer à un jeu vidéo classique, quoi. Enfin, je pense en tout cas, hein, ouais. sur le long terme, ça doit être vraiment épuisant, quoi. Clairement. Et par ces températures, un casque de VR, c'est chaud. C'est très très chaud sous la VR. Ok, donc du coup, on va peut-être passer à la news suivante. C'est encore une news qui est dans l'air du temps. Ce sont les bus autonomes. Alors les bus autonomes, on va en parler dans le cadre de Navia. Navia, qui est une petite entreprise lyonnaise. Donc je sais pas pourquoi je prends l'accent du Midi pour parler de Lyon. Si on a des auditeurs à Lyon, ils vont me tuer, c'est génial. Donc Navia, une entreprise lyonnaise qui a une belle percée en ce moment médiatique, mais aussi une belle percée technologique parce que ils vendent. C'est-à-dire que contrairement à pas mal d'entreprises qui innovent et qui finalement ne font que des concepts, Navia a sorti ses navettes. Elles ont été utilisées pas mal à Lyon, en test. Puis elles ont été vendues à une université, je crois, du Michigan aux États-Unis. Donc c'est aussi une preuve que ce concept français peut s'exporter. Alors en quoi ça consiste ces navettes? C'est des navettes qui s'appellent Arma, c'est ça, hein, Nelly? Tout à fait. Donc c'est des navettes Arma. En gros, c'est des petits bus avec une vingtaine de places, je crois, à l'intérieur. Une quinzaine de places qui font des allers-retours entre un point A et un point B à une vitesse qui peut théoriquement atteindre les 45 km/h, mais qui ne va pas dépasser les 7-10, je pense, en conditions réelles, et qui sont utilisées en ce moment dans une phase de test à la Défense. Alors la Défense, je crois que ici tout le monde y est allé une fois et se souvient que c'est assez insupportable de se déplacer là-bas. Alors on se dit, voilà, entre deux bâtiments, entre la bouche de métro et l'immeuble, ou la bouche de métro et les bureaux où on peut justement aller travailler entre les gens, etc. Est-ce que ce genre de navette, ça a un sens? Alors toi qui les as rencontrés, Nelly, ça te parle? Moi, ça me parle, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et effectivement, surtout sur l'esplanade de la Défense, où il y a quand même du monde, c'est un peu épuisant juste de marcher 3 minutes sur cette esplanade. Je pense qu'il y avait vraiment c'est une bonne idée qu'ils aient décidé d'investir ce lieu en particulier. Ouais. Et le concept? Et le concept, je le trouve intéressant aussi. Bon, ça me fait rigoler parce que je trouve que ça ressemble un petit peu à un jouet Playmobil, ces petites navettes, mais elles sont sympathiques, elles ont une bonne tête. Et oui, le concept me semble intéressant. Et puis après, bon, forcément, c'est une phase quand même de test, donc ils sont pas à l'abri de rencontrer quelques soucis, mais a priori, ils sont plutôt bien parés par rapport même tout ce qui est technique. En fait, ils ont misé quand même sur 3 types de technologies différentes pour que la navette puisse s'orienter dans l'espace. Okay. Tu dois les avoir sous les yeux, tu les diras peut-être mieux que moi. Je les ai sous les yeux, effectivement. Donc c'est des technologies qui sont classiques, mais c'est bien qu'ils les aient utilisées du coup pour cette expérimentation. Donc c'est un lidar, donc un détecteur basé sur la lumière, et des caméras qu'ils ont appelées stéréovision. Donc je présume que c'est des caméras 360, un truc comme ça, qui permettent de voir un peu autour d'eux, et également une antenne
qui leur permet de localiser le véhicule, et tout ça pour effectivement lui donner des limites de vitesse, lui permettre de voir les piétons, etc. Donc toi, tu les as vus bouger, Nelly, à la Défense? Pas fait peur? Tu t'es pas dit ça va, j'ai pas eu peur. Il y a un accident qui va se passer dans 2 mois et ça va être la couverture des journaux, non? A priori, non. Ça va quand même très doucement. Okay. Ça devrait aller. C'est ce que tu écris. Tu as écrit, par exemple, que ça pouvait être précis à 2 cm près sur une carte, etc. Donc c'est ce qu'ils estiment, oui. Ok, bon. C'est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard avec Alexis, donc peut-être qu'on va passer à la dernière news. Et la dernière news, c'est en fait un prétexte, évidemment. On a eu une actualité qui nous vient de Bloomberg et qui nous dirait que le prochain iPhone pourrait se déverrouiller avec votre visage. Donc ça nous permet de parler de capteurs biométriques, c'est-à-dire les capteurs qui se déverrouillent avec une partie de votre corps. Donc on avait déjà évidemment les empreintes digitales qui sont maintenant ultra utilisées, et on a également vu sur le Galaxy S8 les capteurs d'iris, c'est sur le Note 7 avant, mais peut-on encore parler du Note 7? Non. Et finalement là on parle du coup d'un déverrouillage au visage. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Google l'a expérimenté sur Android, Microsoft l'a expérimenté, des constructeurs tiers l'ont expérimenté, on pense notamment à Sony qui en avait fait aussi un petit argument. Le problème, il y en a plusieurs en fait, c'est que jusqu'ici, premièrement, c'est pas ultra confortable d'utiliser ces systèmes de reconnaissance faciale, parce que effectivement, que ce soit Touch ID ou une technologie similaire sur Android, votre pouce sur le bouton Home, c'est quelque chose qui arrive et qui est facile à faire. Tenir bien droit un smartphone pour qu'il vous voie, c'est plus difficile. Et en fait, au fond, c'est pas difficile, c'est humain, mais si vous attendez plus de, je sais pas, 5 dixièmes de seconde pour faire une action qui vous prendrait ce temps-là avec Touch ID ou avec d'autres technologies de déverrouillage, en fait, vous allez arrêter de la faire. Et il y a pas mal de problèmes. Alors, on l'a vu avec le Galaxy S8, notamment de Samsung, qui doit être dans certaines positions pour pouvoir voir vos iris, qui doit être dans des conditions optimales, notamment, si vous avez des lunettes, il faut préférablement les enlever. Si vous avez par exemple une lumière qui vous aveugle, l'iris va pas être super bien vu. Et pire, il y a un ennemi de la détection faciale qui est ultra connu, qui s'appelle l'obscurité. Effectivement, donc dans les transports en commun, on imagine que ça va être un peu difficile si vous rentrez le soir en octilien et que c'est pas super éclairé, ça va être difficile. Dans des endroits un peu plus obscurs, c'est pareil. On a vu des distorsions sur le Galaxy S8 qui font que du coup il ne détecte plus vos yeux et donc il sait pas faire son analyse. Alors là cette technologie, c'est évidemment une rumeur, c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Après on sait que ça a été très rare dans l'histoire d'Apple qu'ils sortent des trucs dont ils étaient pas pas vraiment sûrs, ou généralement ils ont une tendance à reprendre des technos qui existent déjà et à les sortir au moment où elles sont prêtes pour le grand public. Mais voilà, ça pose pas mal de questions. Du coup, peut-être facile. Qu'est-ce que à quoi ça te fait penser? Absolument rien. Vu l'usage que j'ai de mon téléphone, si tu veux, un déverrouillage à la main, c'est très bien. Si un jour on me dit que quand je vais prendre mon téléphone, il va me reconnaître tout de suite et me permettre de faire des trucs, super. Mais en attendant, ça m'inspire absolument rien. Ouais, je comprends. Après, c'est super d'un point de vue, ça doit être super intéressant d'un point de vue technologique, à étudier les algorithmes et les machins. Mais après, en termes d'utilisation quotidienne, déjà, je me sers très très peu de mon téléphone, et pour le moment, je déverrouille avec les symboles là. Donc, je fais un petit mouvement que j'ai mémorisé par cœur, qui est devenu un réflexe. Ouais. Ça me prend une dixième de seconde pour débloquer mon téléphone. Donc, si la techno fait mieux et que je dois plus faire ce petit truc là, super. Mais apparemment, tu dis que c'est pas le cas. Donc, c'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui, effectivement. On a pu en tester une petite dizaine et il y en a jamais un qui nous a convaincus. En plus, avec tout le problème évident qui est que la biométrie n'est pas quelque chose de sécurisé. C'est disons le meilleur moins pire, on va dire, en termes de sécurité. C'est-à-dire que quand Apple a sorti Touch ID pour la première fois, il l'avait clairement expliqué, les gens déverrouillent 80 à 100 fois par jour leur smartphone, et un nombre incalculable de gens, c'est-à-dire plus de la moitié, n'avaient pas de code du tout. Donc à ce moment-là, ils se sont dit, ok, on va essayer de résoudre ce problème en faisant quelque chose de à la fois user-friendly et hyper transparent pour l'utilisateur, et en même temps quelque chose qui est un poil sécurisé. Là est venue la biométrie, mais la biométrie a quand même un problème qui est vous pouvez changer de code, mais vous pouvez pas changer de doigt ni de visage, a priori.
Et puis pour les jumeaux, ça marche comment du coup ? Et ben ça, c'est des questions qui ont été assez intéressantes et qui, je pense, n'ont pas été résolues. C'est des questions qu'on pose tout le temps aux gens. Bah oui, les jumeaux alors ? C'est le premier truc auquel je pense, quoi. Deux personnes qui se ressemblent doivent pouvoir déloquer le même téléphone, c'est un peu bizarre. Exactement, dis-toi que sur certains modèles précédents, c'était même pas deux personnes qui se ressemblent, c'était carrément la photo de la personne. Oui, je me souviens de ça. Il y a eu pas mal de tentatives du coup de déjouer ces systèmes. Alors évidemment, à chaque fois que vous sortez un système qui est infaillible, entre guillemets, vous allez avoir 300 000 personnes qui vont vouloir le craquer. Et les photos, ça marchait super bien. Pour le Galaxy S8 qui fait du coup de la détection d'iris, c'était un poil plus complexe, mais c'est passé quand même. C'était une photo avec une photo de l'œil, avec un petit, je crois, un revêtement spécial sur le papier qui le fait passer pour un œil, mais pour le coup, ça... Voilà, pas trop de problème à le craquer, on va dire, cette protection. Donc voilà, Alexis, peut-être, qu'est-ce que ça t'inspire, toi ? Est-ce que tu utiliserais une techno comme ça ? Moi, un peu comme FastKill, je me contenterais de le déverrouiller à la main, mais je me demandais en fait du côté des constructeurs quel est l'intérêt pour eux, si c'est un argument en marketing pour vanter une innovation, ou si justement c'est l'aspect plus sécurisé qui est mis en avant. C'est la nécessité de trouver un autre moyen biométrique pour déverrouiller les smartphones, elle vient du fait qu'on est en train d'abandonner les boutons en façade, et du coup la biométrie par capteur d'empreinte digitale commence à poser un problème, parce qu'il faut déporter le bouton. Alors soit on le met au dos de l'appareil comme chez Samsung, et les gens râlent, parce qu'il est à côté du capteur photo, et du coup les gens mettent leurs doigts sur le capteur photo et ils aiment pas ça. Soit on le met sur le bouton de côté, mais ça change d'habitude, et les gens n'aiment pas changer leurs habitudes. Donc il y a quand même pas mal de questions autour de ce bouton. La troisième solution, elle a été abordée par Qualcomm notamment, qui propose un capteur d'empreinte digitale de nouvelle génération qui ne marche plus par photo mais par ultrason, et qui pourrait donc se mettre sous l'écran. Alors ça, c'est la prochaine génération. Cela dit, c'était pas prêt pour le Galaxy S8 alors qu'on pensait que ce serait prêt pour le Galaxy S8. Ça risque pas trop d'être prêt pour le prochain iPhone. D'après ce qu'on a vu, on en est encore à des déverrouillages de plus d'une seconde dessus. Donc une seconde, c'est long. Quand vous le faites 80 fois, c'est 80 secondes. C'est un peu pénible pour une journée. Donc voilà, c'est plus en fait une contrainte qui est liée à une autre contrainte technologique qui est la disparition du bouton. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va passer aux chroniques. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Frandroid, le média dédié aux passionnés d'Android et des nouvelles technologies. Sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez tout ce qui fait l'actualité d'Android et du monde de la tech, des prises en main et des tests de tous les derniers produits. Vous trouverez aussi des speed tests et des comparatifs, mais également des guides d'achat, des tutos et des astuces pratiques. Vous pouvez aussi participer en direct à notre émission TechPaf en réagissant sur les réseaux sociaux et en partageant vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous consulter sur frandroid.com et à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, on tient tous à vous remercier. Voilà, deuxième partie de Club Internet, on va passer aux chroniques, et Alexis est venu avec un sujet ultra passionnant qui mêle à la fois société et technologie, qui est la voiture autonome. Oui, puisqu'aujourd'hui, donc, les constructeurs automobiles investissent tous dans la voiture électrique, c'est le changement en cours dont tout le monde parle, et certains ont déjà acheté leur véhicule, mais en fait, la prochaine révolution qui s'annonce est encore plus ambitieuse, puisque c'est la voiture autonome. Donc l'idée, en fait, est toute simple, c'est que demain, votre voiture, vous pouvez conduire comme vous en avez l'habitude, mais vous pouvez aussi, sur des trajets donnés, complètement lâcher le volant et la laisser vous emmener, par exemple, sur l'autoroute, sur les trajets qui vous arrangent le moins, ou par exemple, quand vous partez en vacances en famille, vous pouvez rester à l'arrière du véhicule et être tranquille pendant tout le trajet. Donc il y a 5 niveaux techniques d'autonomie aujourd'hui. Julien, il me semble que tu les connais bien, tu les avais traités. Alors est-ce que je les connais par cœur? Non, en tout cas oui, il y a effectivement 5 niveaux qui vont du niveau 0 qui est la voiture qui n'a pas d'assistance en fait. Le niveau 1, c'est ce que vous avez depuis les années 90, c'est tous les systèmes d'aide à la conduite de type ABS, assistance vite fait, régulateur, etc. Le niveau 2, c'est plutôt les assistances de niveau 2000, donc c'est des assistances, par exemple un régulateur qui va voir la vitesse de la voiture de devant et qui va l'ajuster. Et le niveau 3, c'est plutôt jusqu'où est Tesla. C'est ça, Tesla est au niveau 3 aujourd'hui, donc c'est de la conduite autonome sur certaines routes avec le pilote qui est
la roue de secours en fait. C'est-à-dire qu'il y a un concept de roue de secours dans la conduite autonome et ça va être le conducteur qui est la roue de secours au niveau 3. Le niveau 4, c'est la conduite autonome sur certaines routes où la voiture est elle-même sa propre roue de secours. Donc là, on est par exemple, ça va être une Tesla à mon avis dans 1 an et demi, un truc comme ça. Donc on pourra dire sur l'autoroute, c'est absolument autonome. Sur une route de campagne, c'est vous. Donc c'est le niveau 4. Et le niveau 5, c'est l'autonomie partout, dans la roue de secours et la voiture, sur toutes les routes. Donc là, on n'en est pas encore là. Il y a des démonstrations qui sont plus ou moins faites, mais voilà, ça c'est ce niveau que les constructeurs cherchent à atteindre. C'est ça. Et du coup, la date... Je les connaissais finalement. La date communément admise chez les constructeurs, c'est plutôt l'horizon 2020, donc pour une commercialisation des premiers véhicules. Et on a une course actuelle entre de grands groupes de la tech. Donc on a Tesla avec Elon Musk, on a Apple, on a Waymo, donc qui est une filiale de Google dédiée à la voiture autonome. On a Uber aussi, donc qui est dans le VTC, mais qui investit énormément dans la voiture autonome. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va complètement révolutionner la façon dont on appréhende les voitures, puisque donc à la fois dans la conduite, vu qu'on laissera le volant à la voiture, et en même temps dans la façon dont on envisage les transports, puisqu'on avait pu visiter au CIS Panasonic qui reconceptualisait complètement l'habitacle d'une voiture, où en fait... Quoi sert le volant, quoi. Voilà, c'est ça. Et même à l'arrière de la voiture, ça devenait une grande table de jeu où on pouvait regarder des vidéos, écouter de la musique et lancer des jeux en famille. Donc je me demandais, vous de votre côté, est-ce que vous êtes conducteur ou conductrice, et est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, la voiture autonome, ou ça vous laisse indifférent? J'ai l'impression d'être le super mauvais client de service, que je n'ai pas de bagnole, les bagnoles ne m'intéressent absolument pas, mais la voiture autonome c'est fascinant. En fait alors je vais faire un peu d'autopromo au passage, mais j'ai reçu il y a pas longtemps dans le podcast DLC que j'anime sur Geekzone un monsieur qui s'appelle Christophe Thibault et qui bosse chez Tesla notamment sur la voiture autonome. Il bosse sur le projet qu'a Elon Musk. Il est développeur, donc lui en fait il bosse sur l'intégration de tous les différents algorithmes qui sont développés un peu partout chez Tesla, et il met tout ça en une seule pièce, et il fait des tests en fait sur les voitures autonomes. Donc je trouve le sujet assez intéressant, et ce qui m'intéresse surtout moi, c'est de voir comment, comme tu le disais à la fin, ça va faire évoluer en fait la voiture vers quelque chose qui a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un truc où on peut jouer, on peut regarder des films, on peut se marrer pendant que la voiture roule et nous emmène à notre destination. Je trouve ça assez chouette. Après, si c'est pour qu'on se retrouve comme maintenant tout seul dans sa bagnole sur les autoroutes bondées. Finalement, c'est quand tu dis que t'aimes pas la voiture, on comprend tout à fait la liaison entre j'aime pas la voiture et j'aime la voiture autonome, parce que c'est pas une voiture en fait. C'est un moyen de transport qui va d'un point A à un point B, et où finalement tu fais pas grand chose à l'intérieur. Exactement. Ou alors tu fais d'autres choses. Ouais, tout à fait. C'est peut-être plus utile que conduire. Alors effectivement, on a eu pas mal de polémiques qui ont été lancées, surtout par les anciens constructeurs qui ont un peu de mal à se faire à l'idée qu'on ne pourra plus conduire, plaisir de conduire, etc. Je pense pas que ça va disparaître de sitôt, hein. On a quand même encore au moins 20-30 ans avant d'arriver sur des systèmes complètement autonomes et qui peuvent être accessibles au grand public, hein, parce qu'il faut rappeler aujourd'hui que Tesla c'est 100 000 € à peu près une voiture, et les modèles 3 là qui sont en train de sortir, c'est plus autour de 30 000, mais on reste pas encore dans la voiture d'entrée de gamme qui tourne autour de 5 à 10 000, quoi. C'est pas, c'est loin d'être ça. Et ensuite il y a évidemment le parc d'occasion qu'il faudra renouveler. Bref, on est plus sur des problématiques qui sont assez lointaines, et personnellement il y a des problématiques de société qui m'intéressent beaucoup, qui sont par exemple tout simplement l'aménagement du territoire. Quand vous avez à terme, est-ce que dès aujourd'hui on pense à dans 40 ans dans 40 ans, est-ce que tous les feux par exemple devront se synchroniser avec les voitures autonomes qui rouleront pour fluidifier le trafic? C'est des choses qui peuvent, qui me viennent à l'esprit, mais je pense que pour le coup il y a une question de réflexion des pouvoirs publics qui doit être en place, et qui doit se dire ok, ça va arriver, on a le temps de le voir arriver, peut-être qu'il est temps de réfléchir sur des technologies, qu'elles soient liées à la route, qu'elles soient liées au feu, qu'elles soient liées aux panneaux peut-être, qu'elles soient liées à tous les trucs qu'on place dans une ville pour que ça aille, pour que ça fonctionne mieux, que ça roule mieux, que ça décongestionne les routes, qui effectivement sont essentiels à penser maintenant. Alors après je sais pas si ça va changer les choses très vite, parce que bon, il y a quand même toujours une décorrélation entre la politique et la technologie, surtout la technologie de pointe, mais effectivement ce sont d'excellentes relations. Lily, est-ce que tu conduis? Je conduis, mais très peu, donc je vois plutôt l'arrivée des voitures autonomes d'un très bon œil, parce que je suis pas très à l'aise derrière le volant. Okay. Donc ça me rassurerait à titre personnel. Ok, t'as déjà essayé ou pas? Non, du coup j'ai pas encore essayé. Ok, et est-ce que tu as déjà essayé des technologies d'assistance à la conduite quand tu as conduit, par exemple les régulateurs et choses comme ça? Bah non, du coup même pas. Donc c'est vrai que peut-être que ça sera une première étape. Alors c'est pas vraiment ça, hein, parce non, que plusieurs personnes qui ont testé des régulateurs m'ont vraiment dit qu'elles avaient eu peur en fait. Les régulateurs de vitesse c'est assez effrayant. Pour avoir conduit pas mal en régulateur, c'est vrai qu'au début, même sur un nouveau modèle, j'ai tendance à pas trop accélérer, à faire plein de tests et à me dire ok, est-ce qu'il va bien réagir, etc. C'est beaucoup plus effrayant, je trouve, une voiture des années 2000 qu'une Tesla à conduire. La Tesla en autonome, elle est
plutôt rassurante en fait comme voiture. Elle a tendance à être à conduire un peu comme un humain. Donc et c'est assez impressionnant hein, parce que tu nous parlais de ton ami qui fait de l'algorithmie chez eux. Ça apprend très vite une Tesla. J'ai eu la chance d'en tester à 6 mois d'écart. Et en 6 mois, j'avais l'impression qu'il y avait déjà une amélioration en conduite, et notamment sur la manière de s'approcher des autres véhicules. Comme si, avec les millions de données qu'ils recueillent tous les jours sur la conduite des humains et des voitures, ils se sont dit « Ah ouais, peut-être qu'un 36 tonnes, quand on le dépasse, on va pas se mettre à 1 mètre, on va se mettre plus à 1,20 m pour que les gens soient pas complètement flippés et qu'ils mettent pas un coup de camion. » Et ça, en 6 mois, ça se ressent. C'est impressionnant. Moi, je pense que d'un point de vue sécurité, c'est intéressant. Parce que si on peut avoir quelque chose qui est indépendant des coups de sang humains sur la route, ça peut être vraiment bénéfique. Après, on rajoute de la sécurité d'un côté, on l'enlève de l'autre aussi, parce que comme tu dis, il y a cette sensation de perte de contrôle qui doit être un peu flippante quand tu contrôles pas ta vitesse, quand tu contrôles pas la direction, etc. Donc je sais pas. Ouais, il faut avoir ça, c'est les conducteurs qui pourront en parler, mais effectivement, même quand vous êtes sur un siège passager et que c'est pas vous qui conduisez, vous avez toujours l'impression que l'autre il freine jamais au bon moment. Moi j'ai le réflexe d'appuyer sur des pédales virtuelles. Ouais, c'est ça. Ouais, donc peut-être la conduite autonome c'est pareil, mais pour le coup on n'a pas grand chose à toucher. Je pense qu'il va y avoir une phase d'adaptation pour les humains. On doit s'adapter, on doit changer. Et sinon, Alexis, j'avais une question. Tu nous as parlé de Uber. À quel moment ils envisagent la conduite autonome parce que leur business c'est vraiment prendre des chauffeurs et les mettre en relation avec des clients. Hein, si on le résume, la base de leur business. Qu'est-ce que ça devient la conduite autonome dans le Ils n'ont pas fixé de calendrier précis, il me semble. En revanche, on peut effectivement imaginer qu'à terme, ils remplacent les conducteurs actuels par des voitures autonomes. Enfin, c'est ce qui a le plus de sens pour eux économiquement. D'ailleurs, c'est aussi ce que poursuit Lyft, donc qui est le rival VTC de Uber. Et en fait, dans cette course, ça va être assez déterminant avec Waymo, puisque Waymo et Uber sont en conflit judiciaire aux États-Unis, sachant que donc Waymo, qui est Google, accuse Uber d'avoir volé son secret technologique, enfin son savoir technologique sur la voiture autonome. Et du coup, le procès est prévu en octobre prochain. D'accord. Et de là pourrait découler quand même une certaine avancée pour l'un ou pour l'autre en la matière. Ok. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de se débarrasser des preuves Uber. Hein. Ils viennent de virer leur ingénieur qui était au centre du. C'est le grand nettoyage chez Uber en ce moment. Ouais. Alors déjà, ils ont plus de CE, ils ont plus de comité d'administration, ils ont plus de CEO, ils ont plus de CTO. Plus grand chose. Et l'ingénieur qui est effectivement au cœur de la discorde que tu viens d'évoquer a été remercié, on va dire, pour être poli. C'est ça en fait, parce qu'il refusait de coopérer avec les demandes du juge, donc ils lui ont dit que vu qu'il refusait, il valait mieux qu'il aille faire sa vie ailleurs. Et on avait fait son portrait d'ailleurs sur Numérama, un portrait assez long qui est assez intéressant, puisque c'est vraiment la personne qui a avancé sur le lidar, donc la technologie au cœur des voitures autonomes, qui a une personnalité un peu spéciale, comme souvent dans le monde de la tech. Et qui aujourd'hui se retrouve sans rien et à voir s'il va réussir à rebondir prochainement. Ok, donc une sorte d'ingénieur un peu génial qui va travailler sur cette techno un peu avant tout le monde. Le lidar, il faut savoir par exemple que c'est une techno que Elon Musk déteste parce qu'il trouve ça dégueulasse déjà, parce que ça impose de mettre une sorte d'excroissance technologique sur un toit par exemple. Et également il a eu pas mal de retours il a fait pas mal de tests dessus, et il a dit mais le lidar c'est un gros problème la nuit par exemple, ça a des gros problèmes dès que c'est en visibilité basse, par exemple dans le brouillard, dans la neige. Et c'est pour ça que les Tesla ne sont pas équipés de lidar aujourd'hui, c'est plus un système de caméra et de radar qui équipe ces bêtes-là. Voilà, donc je pense que, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur la voiture autonome et l'avenir de la voiture autonome, on va passer au deuxième sujet, et c'est Nelly qui va nous le présenter. Donc je vais te laisser Nelly présenter ton sujet qui tourne autour des Monstrutech. Je t'en prie. Exactement. Moi je vais vous parler d'une application mobile qui effectivement est dédiée aux menstruations. Donc je sais qu'autour de la table, peut-être que tout le monde n'est pas concerné directement par ce phénomène physiologique, mais quand même je pense que ça peut vous intéresser, vous allez voir. Alors c'est une application qui a été lancée en 2013 pour la petite histoire par une entrepreneuse allemande, Ida Thien. Et donc le principe c'est quoi ? C'est une application qui analyse et qui permet de suivre un grand nombre de données qui sont en fait remplies par l'utilisateur ou l'utilisatrice de l'application dans le but de suivre le cycle menstruel. Pourquoi je dis utilisateur ou utilisatrice ? C'est parce que évidemment les menstruations ne concernent pas forcément qu'un public féminin. On peut s'identifier au genre masculin et avoir ses menstruations. Et inversement, on peut s'identifier au genre féminin et ne pas avoir ses menstruations. Donc si je vous parle déjà de clous, c'est déjà parce que l'application, elle tient compte justement de cet aspect-là des choses. Elle n'est pas genrée, enfin en tout cas, elle est genrée de manière neutre.
Je sais pas si vous visualisez à quoi ça peut ressembler quand on écrit de manière neutre, mais en fait il y a des petits points quand par exemple les adjectifs sont accordés et eux, il y a un petit point entre le et le e pour signifier qu'on peut s'adresser aussi bien à un homme qu'à une femme ou qu'à une personne qui correspond encore à un autre genre. Donc concrètement, à quoi ça ressemble ? En fait, quand on va sur l'application Clue, on a un graphique circulaire, qui en fait représente tout simplement le cycle menstruel. Il y a un calendrier également. Bon, ça c'est un peu le calendrier que connaissent toutes les personnes qui sont menstruées, puisqu'en général c'est comme ça qu'on commence quand on a des menstruations. On note dans son petit calendrier, souvent papier, une petite croix pour se rappeler le jour du début. Et donc cette application, on a un système d'options à remplir, donc c'est vraiment très très simple à utiliser. Une fois qu'on est dessus, il y a une espèce de petite croix en fait en dessous du graphique circulaire. Et dès qu'on clique dessus, directement, en fait, on a des petites informations à remplir. Alors, je vais l'ouvrir en même temps, comme ça me permet de vous décrire mieux la chose. Donc voilà, on a ce graphique, et juste en dessous, une petite croix qui permet de renseigner plusieurs données. Donc évidemment, la première information, ce sont les saignements. Donc là, on peut dire si on a des pertes légères, des pertes moyennes, des pertes abondantes. Donc en fait, il suffit juste de cliquer sur un petit carré. C'est tout simple. Okay. Donc chaque jour, il suffit de l'ouvrir, cliquer sur le petit carré, ça enregistre l'information. Et en fait, les informations qu'on peut enregistrer ne concernent pas seulement que tout simplement les menstruations, mais aussi les douleurs. Donc on peut dire si on a des crampes, si on a mal à la tête, si on est sensible. Il y a même des petites options un petit peu plus inhabituelles. Alors bon, les émotions, c'est encore quelque chose d'assez commun. On peut dire si on est heureux, sensible, triste, si on est en syndrome prémenstruel, qui, je le rappelle, est un état qui précède chez certaines personnes les menstruations, où on peut se sentir pas très bien physiquement et émotionnellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option ? On peut aussi dire combien de temps on a dormi. Voilà, une petite option en plus. On peut dire dans quel état sont nos cheveux, s'ils sont indisciplinés, beaux, gras ou secs. Enfin, il y a vraiment plein de choses. On peut même dire si on a médité, combien de temps. Voilà, donc c'est assez varié. Il n'y a pas que l'aspect purement... qui concerne purement les menstruations. Donc il y a 2 objectifs à cette application. En tout cas, c'est comme ça que c'était présenté par son inventrice. C'était donc de prévoir effectivement le début des règles et en même temps de renseigner les personnes réglées sur leur cycle et comment ils fonctionnent. Puisque finalement, parfois, les personnes qui ont leurs règles ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Donc ça peut être intéressant pour elles de le savoir. Et donc en fait, toutes ces informations, elles sont analysées par l'algorithme de l'application, qui d'ailleurs, je précise, a été conçu avec des médecins. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Du coup, moi ce qui m'intéressait déjà de vous demander autour de cette table, c'est, a priori, si vous n'êtes pas concerné directement, qu'est-ce que ça vous inspire quand même ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait des applications dédiées aux menstruations ? Et qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, enfin je savais que ça existait parce que, alors je sais pas si elle l'utilise encore, mais je sais que ma copine en a utilisé une à un moment. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Bah, si ça peut effectivement aider, oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, ça peut pas faire de mal finalement. Non, et c'est surtout enfin, ça a été très peu exploité en fait. Ce qu'on appelle la menstrutech, petit copyright à Lucie Ronfaux du Figaro qui l'utilise beaucoup. Ça a été très peu exploité dans le monde de la tech. Alors peut-être, enfin, c'est quand même un tabou qui est millénaire, les règles. Donc du coup, c'est assez normal. On se dit, enfin, c'est anormal, mais normal que personne l'ait encore fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a un plébiscite autour de l'application Clue, contrairement à d'autres applications qui peut-être sont un poil moins bien, un poil moins développées. Pourquoi celle-là est sortie du lot ? Alors, je vais prendre mon cas personnel pour répondre à la question, puisque... moi, je dirais que ce qui est intéressant avec celle-là, moi, il y a un de mes critères sur les applications dédiées aux menstruations, c'est que je trouve que les applications avec des petits cœurs et des petits papillons, des petits lapins ou tout ce que vous voulez, c'est un petit peu cliché, puisque comme on l'a dit, oui, effectivement. C'est un peu infantilisant aussi. Effectivement, c'est aussi infantilisant. Et il y a aussi beaucoup de pression à la procréation sur ce genre d'application. Donc, je pense qu'il y a plusieurs utilisateurs, utilisatrices qui n'apprécient pas ce genre de choses et qui se sont tournés vers Clue parce que c'est effectivement des applications que, en tout cas, à titre personnel, j'ai pu tester. C'est, on va dire, la plus neutre et la moins incitatrice à la procréation. Il y en a quand même d'autres qui sont intéressantes, dont j'avais d'ailleurs parlé dans un guide sur Numérama. Oui, tu en avais testé 4 ou 5. Il y en avait 4 ou 5, oui. Ouais. Et effectivement, Clue, c'était quand même celle qui sortait un peu du lot. Il y en a une quand même qui est sympathique, si vous aimez bien les graphiques, qui s'appelle Flow Period Tracker. Du coup, c'est intéressant parce que vous avez des petits graphiques en fonction des données que vous renseignez. Pareil, il y a plein de choses à mettre dedans, la durée du cycle, même le suivi de votre poids, de votre sommeil, de l'activité physique, même la consommation d'eau. Donc ça fait plein de petits graphiques sympas, mais à nouveau c'est un petit peu trop girly à mon goût en tout cas.
Mais les fans d'Excel se reconnaîtront dans cette application qui permettra de suivre hyper bien leur cycle. Alors moi, effectivement, j'ai une question sur cette tech de manière générale. Alors peut-être que vous pourrez répondre. Pourquoi là, tu nous parles d'une application qui est allemande. Je crois que pas mal d'autres sont anglaises. Tout à fait. Ou américaines. Pourquoi ça ne perce pas du tout en France ? Pourquoi on n'a pas l'idée ? Parce que, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens réglés en France. Hein. C'est pas... Ah oui, a priori. Je connais pas le nombre, je crois. Mais j'estime quand même qu'il est à un pourcentage élevé de la population. Pourquoi c'est quelque chose que la French Tech ou des entrepreneurs français ne s'emparent pas, en fait ? Parce qu'il y a quand même des données de santé qui sont en jeu à l'intérieur. Et on sait que, par exemple, les données de santé, c'est pas mal réglementé en France. On fait pas n'importe quoi avec les données de santé des gens. Pourquoi il n'y aurait pas une application qui se dirait, voilà, nous on est en phase avec ce que dit la CNIL, avec le gouvernement, avec les recommandations, etc. Et on propose aux personnes réglées de suivre tout à fait ces recommandations et ces limites. J'avoue que je sais pas comment l'expliquer. Effectivement, je me dis c'est curieux, parce qu'il y a vraiment une masse d'informations à récupérer en plus de ce genre d'application, ne serait-ce que pour justement avoir une base de données sur les gens qui ont leurs règles, de savoir comment ça se passe pour eux. Donc peut-être qu'il faut l'expliquer. Oui, peut-être qu'il faut l'expliquer à cause tout simplement du tabou, même si je trouve que je trouverais ça un petit peu triste de se dire ça, que la French Tech ne se met pas sur ce sujet parce que c'est un tabou. Peut-être. J'ai du mal à voir l'explication en effet. On reste très puritain dans l'Hexagone quand même de manière générale. Hein. Donc je pense que ça doit être avant tout culturel. Enfin, je sais pas. C'est vrai. Je voulais poser une question, oui. Cela dit. Est-ce que, par exemple, dans ce genre d'app, on peut partager ces résultats avec un autre téléphone ? Tout à fait, exactement. Un conjoint c'est un peu aussi l'intérêt de Clou, c'est qu'on peut partager son cycle avec d'autres personnes. Ça, c'est cool. Et alors, si je me trompe pas, sur Clou, on peut le faire avec des personnes qui sont réglées, mais aussi avec des personnes qui ne le sont pas. Donc, si par exemple, on est dans un couple, je sais pas moi, hétérosexuel, on peut se dire que la personne qui n'est pas réglée peut tout à fait avoir accès aux données de sa partenaire. Okay. Et est-ce que tu sais comment sont gérées les données personnelles et la façon en fait dont les créateurs de l'app gagnent de l'argent ? Oui, parce que l'application est gratuite, je crois. Tout à fait. Alors, au niveau du modèle économique, Clou, en fait, ils ont annoncé que l'application, elle commencerait à être rentable, elle commençait puisque c'est passé, à être rentable début 2017. Oui, c'est ça. Et du coup, je sais qu'ils ont fait une levée de fonds de 30 millions de dollars en mars également. Donc, a priori, à l'heure actuelle, ils sont rentables. Mais ils sont rentables comment, du coup ? Oui, c'est ça. Quel est leur business ? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que les données qui sont collectées sur Clou, elles servent de base à des chercheurs universitaires et cliniques pour faire progresser les connaissances sur les menstruations dans le monde. Donc je suppose que peut-être... Voilà, je pense qu'il y a une revente de données. Sachant que ce qu'il faut savoir quand on utilise Clou, c'est qu'on n'est pas obligé de se créer un compte. En fait, si on se crée un compte, on sait que nos données vont être utilisées. Si on ne se crée pas de compte, elles ne vont pas l'être. Par contre, si on supprime l'application et qu'on n'a pas de créé de compte, là, on perd les informations. Voilà, donc c'est un peu un petit contrat qu'on passe quand on allume l'application. Si on crée son compte, on sait que les données vont être utilisées, mais on sait aussi qu'elles peuvent être utilisées à bon escient, justement, pour faire progresser les connaissances sur le sujet. C'est pas uniquement des gens qui veulent voler votre données personnelles. Tout à fait. Mais je m'interrogeais quand même sur le business model. Ouais. Ça dépend aussi de la relation, on va dire, qu'on a avec ses propres menstruations. Si on est assez, on va dire, libéré sur le sujet pour se dire oui, moi ça me dérange pas que mes informations à ce sujet soient... Après, je pense que c'est même anonymisé, même si tu as un compte. Oui, tout à fait. Ah oui, ça l'est. Ça reste dans des clusters d'anonymisation, et c'est vrai que la recherche demande beaucoup ce genre d'informations parce que c'est une information très individuelle, très personnelle. T'avais traité, Nelly, je me souviens, l'exemple des cycles de sommeil. C'est pareil, c'est une donnée qui est peu présente parce qu'on a très peu de bases brutes, en fait, de données de cycle de sommeil. Du coup, quand on voit l'entreprise Rhythm qui a sorti Morpheo, donc une base de données commune qui va anonymiser et partager tous les cycles de sommeil de leur appareil et mettre en relation des bases de données de plusieurs autres universités, on se dit qu'à terme, il y aura peut-être une utilité chez les chercheurs qui font du sommeil. D'ailleurs, je crois que tu en avais pas mal parlé, Fasque, dans un autre podcast. Alors, c'est pas moi, c'est pas toi directement, c'est Clem qui présente donc RTS, Ramène ta science. Et oui, on a fait un premier épisode sur les troubles du sommeil. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est plus que généralisé, quoi. Enfin, à des échelles différentes, évidemment, mais pratiquement tout le monde autour de moi a régulièrement, en tout cas, des problèmes de sommeil. Je pense que c'est lié à l'époque, c'est lié à la société dans laquelle on vit, etc. Et donc, oui, ça peut être effectivement intéressant
intéressant de centraliser ces données pour essayer de trouver des remèdes à des problèmes, que ce soit le sommeil ou que ce soit la gestion des règles. Bah ouais, c'est ça, c'est vraiment des problèmes assez uniques en fait, et on est à une ère d'utilisation de la big data, on en parle, on le vend comme un outil commercial, mais pour certains scientifiques c'est une révolution aussi d'avoir de la donnée et pouvoir l'exploiter en masse. Donc je pense que ce que fait Clou, c'est clair que ça doit intéresser des universités, des labos pour avancer, ouais, c'est clair et net. Tout à fait, parce qu'en plus on est à la fois sur un phénomène physiologique totalement normal et sûrement partagé par la moitié de l'humanité, et en même temps dont on ne parle pas forcément énormément, ou alors peut-être qu'on aborde à l'école, mais du point de vue vraiment biologique, et on ne parle pas de tous les aléas, même émotionnels, que ça comporte. Donc je pense qu'à ce titre-là, ça peut être intéressant, même finalement, ça peut sembler un peu stupide de dire oui, aujourd'hui j'ai les cheveux indisciplinés, etc. Mais c'est toujours une information, même juste sur l'aspect émotionnel. Comment on vit cet événement qui arrive quand même tous les mois. Bien sûr, ouais, c'est ça. C'est vrai que quand tu nous parles de récurrence et de pourcentage de la population concernée, on se dit c'est vraiment idiot qu'il n'y ait pas en fait un marché qui, on va dire, mainstreamise en fait que ce soit des applications, ou enfin on peut penser à des objets, on peut penser à des services, on peut penser à des tas de trucs qui pourraient tourner autour de ça, qui pourraient bien marcher, qui pourraient à la fois faire avancer la science et rendre service, tout simplement, parce que les services, si c'est pas juste pour rendre service, c'est un peu dommage, mais qui n'existent pas. Et donc du coup, peut-être petit appel aux créateurs français, s'il y en a qui nous écoutent, créatrices françaises également, avoir des idées sur ce sujet-là, je pense que ça peut marcher à terme. Le public est déjà là, ça c'est sûr. Ok, bon c'est génial. Merci beaucoup Nelly de nous avoir parlé de ça. On va passer à notre troisième invité, qui est donc Jean-Christophe, qui est venu là pour nous présenter son livre. Ouais, ça y est, il est sorti, je l'ai fini. Alors, comment il s'appelle déjà ? Alors, le livre s'appelle « Dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe ». Qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe ? Alors, il y a des choses intéressantes. Il reste 7 heures. C'est ça. En fait, c'est un... Alors, pour essayer de contextualiser un peu l'idée de ce bouquin, à la base, moi je suis pas du tout un lecteur de comics. J'en ai lu comme tous les gamins, quelques-uns, mais j'ai jamais accroché à cet univers. C'était un univers que je trouvais trop complexe, un peu impressionnant, parce que il y a beaucoup d'univers parallèles, de personnages, etc., des arcs différents. Il faut s'accrocher pour réussir à suivre. Et en fait, je suis venu aux comics par les films de Marvel Studios, justement, avec le premier Iron Man, et puis surtout à partir d'Avengers, où j'ai commencé à me dire, ok, il est en train de se passer un truc intéressant. Mais pas uniquement d'un point de vue culturel, il est en train de se passer un truc intéressant d'un point de vue de la production des films, etc. Les mecs sont en train de réaliser un tour de force qu'on n'a jamais vu en fait dans l'histoire du cinéma, qu'on aime ou pas, hein. Je veux dire, indépendamment, mon but n'est pas d'essayer de convaincre les gens que les films sont bien, etc. Chacun aime les films comme il le veut, mais on peut pas nier l'impact qu'a eu la création du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, sur le reste du paysage hollywoodien aujourd'hui. On le voit avec les tentatives d'univers partagés sur des franchises hautement improbables comme Monsters chez Universal. C'est Dark, je sais plus comment ils l'ont appelé, leur univers partagé. Donc il y a la momie qui va commencer, puis il va y avoir Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ils vont faire une espèce d'univers partagé. Tout le monde essaye de faire de l'univers partagé aujourd'hui. C'est la même chose avec le dernier King Kong, Skull Island, qui tease l'arrivée de Godzilla. Enfin, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et l'air de rien, on est parti d'un petit studio indépendant qui, en 10 ans, a levé plus de 10 milliards de dollars, quoi. Donc c'est pas un truc inintéressant, et je me suis dit ok, doit y avoir un truc à creuser. Et en plus je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas lu des comics, qui ne sont pas de l'univers des comics, qui ont découvert les comics par les films et qui s'y intéressent tout à coup et qui se disent comme moi il y a quelques années quand j'étais ado, qui se disent mais par où je commence, qu'est-ce que je lis, qui sont ces gens, donc il y avait vraiment deux aspects à la chose en fait. Il y avait une envie de partager sur cet univers nouveau pour moi et qui devait probablement être nouveau pour plein d'autres gens aussi, et puis surtout il y a l'aspect derrière business qui est super intéressant. Enfin, il y a l'histoire de Marvel Studios est assez folle, quoi. Enfin, une réussite qu'on a rarement vue dans l'univers hollywoodien quand même. D'accord. Voilà. C'est vrai que je me souviens d'une discussion qu'on avait eue où pour le coup on avait pas mal discuté des précisions entre les différents studios, etc. Par exemple, je pense que pas mal de gens pensent que MCU, ce qui est fait donc par côté Disney, est la même chose que ce qu'ils peuvent voir sur Netflix. Ah mais ça va plus loin, il y a des gens qui pensent que Batman est dans le même univers que Spider-Man. Enfin, tu vois, pour le grand public, les comics ça peut être un truc vraiment obscur, quoi. Et pourquoi est-ce que ces personnages interagissent pas ? Parce que c'est des licences différentes, etc. Et c'est devenu excessivement complexe dans l'univers du cinéma à cause de Marvel.
principalement, puisque c'est eux qui ont commencé à brader leurs titres pour sortir du rouge. C'était quoi, fin des années 90, dans ces eaux-là, en licenciant en fait leurs films à d'autres studios, parce que eux avaient pas la manne au bout de l'expérience pour faire des films, donc ils se sont dit ok, on va vendre en fait des catalogues, on va vendre des trucs clés en main, des dossiers. On vous présente un perso, on vous donne une trame narrative, on fait quelques recommandations de réalisateurs et d'acteurs, et vous vous démerdez, vous faites le film, et derrière nous on empoche un petit pourcentage sur les ventes, sauf que très vite ils se sont rendus compte que ce pourcentage était ridicule. Avec la manne qu'ils avaient, ils pouvaient probablement faire beaucoup mieux. Et ça c'est en 2005, c'est le moment où Avi Arad, qui était le président donc de Marvel Studios à l'époque, qui était juste un studio qui produisait rien, ils étaient juste là pour licencier les films en fait. Avi Arad s'est dit je pense que si on les produit nous-mêmes, il y a moyen de faire un truc, quoi. Et donc, la première tentative c'est quoi? C'est Iron Man alors? La première production de Marvel Studios, c'est Iron Man, ouais, tout à fait, en 2008. Et est-ce qu'il y a des séries qui regrettent d'avoir laissé filer justement à l'époque et qu'ils essayent de récupérer maintenant? Des persos, tu veux dire, j'imagine que tous, parce que clairement, oui, ils se sont rendus compte que aujourd'hui, s'il y a une telle tension entre la Fox et Marvel Studios, donc Disney, c'est parce que Marvel se rend compte qu'ils se sont quand même bien fait avoir à l'époque où ils ont négocié les droits. Alors, on n'a pas les détails du contrat, mais on sait que c'est particulièrement à l'avantage de la Fox d'avoir les X-Men aujourd'hui, qui sont juste obligés de faire un film toutes les X années, peu importe que ça marche ou que ça marche pas. D'ailleurs, ça a été le cas avec la licence Fantastic Four. Et aussi, je sais pas si vous avez vu le documentaire Doomed, qui est un documentaire sur ce film sur ce film Fantastic Four des années 90, qui était voué à ne jamais sortir en fait, qui a été produit uniquement dans le but de conserver la licence, et sauf qu'on l'a pas dit ni aux réalisateurs ni aux acteurs, personne n'était au courant, quoi. Et ça a fait une histoire absolument triste, parce qu'on s'est retrouvé avec des acteurs à la fin du film qui n'ont plus jamais trouvé de boulot, qui se sont retrouvés complètement mis au banc. Et il y a un documentaire qui est passionnant là-dessus, mais là pour le coup on s'éloigne un peu du Marvel Cinematic Universe, mais c'est pour vous dire à quel point les licences c'est vraiment un enjeu super important. Et quand on entend aujourd'hui oui, peut-être qu'un jour les Avengers vont croiser les X-Men au cinéma, je pense que ça n'arrivera jamais. La Fox a vraiment aucun intérêt à laisser partir ses licences qu'elle a eues pour une bouchée de pain et sur lequel elle fait un fric monstre. Bien sûr, ouais. Et il y a un personnage qui cristallise ça et qui va sortir dans quelques jours, du coup c'est Spider-Man. Alors Spider-Man, c'est encore une autre histoire, ça c'est une histoire avec Sony, Fox, ouais. Donc c'est la même chose, Avi Arad décide de filer le produit, le personnage de Spider-Man et son univers à Sony. Pour le coup, c'était le seul projet qu'Avi Arad a vraiment trouvé fidèle aux comics. C'est le seul projet sur lequel il a vraiment dit ok, là les mecs ont fait du bon boulot. Pour le reste, les autres films il a pas aimé, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles il a voulu récupérer la production en interne. Mais donc oui, ils vendent les droits de Sony, et puis Sony s'en sort pas trop bien en fait. Passer les 2 premiers films de Sam Raimi, c'est un peu la descente aux enfers. Le 3e film est une catastrophe. La production met la pression sur le réalisateur pour qu'il utilise des persos que lui a pas envie d'utiliser. Bref, ça se passe pas bien. Ils font un premier reboot très rapide avec j'ai plus le nom de l'acteur en tête, qui était The Amazing Spider-Man il y a quelques années. Oui. Le premier film convainc pas. Après il a été écrit produit par des gens comme Mercy Kurtzman, donc on peut pas vraiment s'étonner. Le 2e c'est pas mieux, et à un moment donné Sony se dit bon ok, on a une super licence, on n'arrive pas à en faire quoi que ce soit, on va se tourner vers Marvel. Est-ce que tu es en train de me dire qu'ils ont licencié leur licence à Marvel? C'est un peu ce qui s'est passé, c'est très bizarre. Bon, alors il faut savoir que Kevin Feige, qui est donc le big boss de Marvel Studios, est en très bon rapport avec Amy Pascal, qui était la big boss de Sony Pictures, qui maintenant a été rétrogradée et qui s'occupe vraiment de la franchise Spider-Man, qui est productrice sur le film. Ils ont été en contact, on l'a vu, il y a eu les fameux leaks d'emails de Sony à un moment qui ont permis d'en apprendre beaucoup en fait sur la correspondance privée entre Marvel et Sony, qui a permis justement de comprendre un peu mieux ce qui s'était passé. Et donc effectivement Feige a déjà eu de l'input sur les précédents films, et voyant que ça se passait pas bien, Amy Pascal très intelligemment s'est dit ok, on va faire un truc ensemble en fait, on va vous redonner la possibilité d'utiliser le perso dans votre univers, puisque c'est quand même le perso le plus populaire du catalogue Marvel, et en échange nous on garde les droits de distribution, les droits de marketing, on récupère de l'argent aussi sur les films, et manifestement d'après les premiers retours qu'on a sur le film, c'est plutôt un bon calcul en fait. Ouais, notre critique est sortie hier, et plutôt satisfait. C'est donc Corentin qui allait le voir chez nous. Il a l'habitude de critiquer des films de super-héros, et il est pas facilement, on le convainc pas facilement comme garçon. Et là, il a dit l'angle teen movie est vraiment bien assumé, et je pense que c'est ce qui l'a séduit en fait, plus qu'un blockbuster, faire un truc un peu plus intime, et ne pas répéter la malédiction, on va dire, du film d'introduction, quoi, qui est quand même là très souvent dans les films de Marvel. À chaque fois qu'il y a un perso, c'est un peu le même schéma, quoi. C'est toujours
le problème des origin story dans les comics et puis dans les films de comics aussi. T'es obligé d'y passer un moment si tu veux présenter le personnage. Alors certains films qui réussissent mieux que d'autres, mais je pense que c'est pour le coup ce qui fait que ça fonctionne en fait, c'est que pour une fois on a quelqu'un à la tête du studio qui est un vrai fan des comics, qui sait de quoi il parle, qui est un putain de geek en fait. Pardon pour le vocabulaire charretier, mais qui est un geek en fait. C'est un mec qui a commencé comme assistant de Laura Donner, qui est la femme de Richard Donner, qui une productrice en fait qui évolue pas mal dans le milieu du cinéma depuis quelques années, qui a lancé la franchise des X-Men en fait chez la Fox. Et en fait lui était assistant, donc il a commencé à donner son input sur la production du film. C'est lui qui a permis de recadrer un peu ce qui se passait sur les X-Men et tout. Il est devenu le bras droit d'Avi Arad après Marvel Studios, et clairement c'est un mec qui est passionné de comics depuis qu'il est gamin, qui sait exactement de quoi il parle, qui sait ce qui fonctionne en fait dans les comics. Il a une vraie vision en fait sur son univers, et je trouve que bah voilà, ça se démontre encore une fois. Sony va le voir, c'est lui qui gère tout le film de A à Z, enfin qui produit le truc, et ça marche. Donc voilà, je suis pas étonné. Ok, c'est intéressant. Est-ce que quand tu achètes un héros, par exemple un Spider-Man, un X-Men, est-ce que tu achètes tout l'univers autour aussi? Alors, encore des méchants Ça dépend des contrats. Encore une fois, on n'a aucune visibilité sur ces contrats. On peut que spéculer sur base de ce qu'on sait depuis des années. Mais globalement, c'est un verse en fait. Donc c'est plus un package. Donc là, en l'occurrence, Sony a récupéré Spider-Man et le Spider-Verse. Donc tout l'univers des méchants, des éventuels coéquipiers qui tournent autour de Spider-Man. La Fox a récupéré tout l'univers des mutants. Donc mutants et tout ce qui est assimilé, et l'univers des Fantastic Four, qui est un univers relativement riche aussi, où il y a plein de bad guys qui sont liés à ces Fantastic Four. Par exemple, Ego, qu'on a vu dans Guardians of the Galaxy 2, est un personnage qui à la base appartenait à la Fox, qui était lié à la Fox. Et en gros, Marvel est allé voir la Fox en disant bon, on voudrait bien utiliser ce perso, parce que James Gunn veut vraiment utiliser ce perso, et tout son film repose sur le fait que ce soit Ego. Et Fox a dit bah ça tombe bien, nous on a votre personnage de Negasonic là dans Deadpool 2, en fait on l'aime pas trop, on voudrait changer ses pouvoirs. Et dans les contrats, manifestement, il y a une clause qui dit que s'ils veulent changer les pouvoirs d'un perso, ils sont obligés de demander l'autorisation de Marvel. Et Marvel a dit ok, très bien, on vous autorise à changer les persos si vous nous donnez Ego. Donc il y a des négociations comme ça qui se font. C'est complètement surréaliste. Comme discussion. Mais surtout c'est surréaliste parce qu'en fait t'es en train de négocier ce qui finalement à la base est ta propre propriété, quoi. Mais que t'as laissé filer un moment où t'étais dans une position très inconfortable financièrement, où t'avais pas le choix, et où tu regrettes aujourd'hui, tu essayes de négocier, de récupérer des petits bouts comme ça à gauche à droite. Exactement, ouais, mais il y a ce côté aussi le business qui influe sur la narration dans le truc, et changer un pouvoir, ok, mais alors ça va coûter de l'argent. Bah, en fait c'est tout ce qui est à l'origine du MCU, hein. C'est à la base une décision qui est imposée par le business. En gros, quand ils se sont dit on va produire nos propres films, ils ont regardé ce qui restait. Et dans ce qui restait, il y avait de quoi faire les Avengers. Donc ils se sont dit, ok, on va aller vers ça. On va faire un truc, on va monter en puissance avec introduction des personnages, et on va faire un truc sur les Avengers. S'ils avaient encore les X-Men, ça aurait pu être complètement différent. S'ils avaient déjà eu Spider-Man à l'époque, ça aurait pu être complètement différent aussi. Mais c'est intéressant de voir que malgré ces limitations, ils ont réussi quand même à faire quelque chose, et quelque part à donner une belle leçon à la Fox et à Sony. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Ouais, c'est ça qui est merveilleux à la fin, d'avoir réussi à en faire quelque chose malgré toutes ces contraintes. Et donc tout ça, c'est ce que tu racontes dans ton livre. Donc je répète, les coulisses du Marvel Cinematic Universe, qui est disponible, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il est. Ouais, il est sorti vendredi, et à la base c'est une continuation de dossier que j'avais fait sur Geekzone, où je prenais film par film en fait, une espèce de narration du tournage, de la production, de toutes les intrigues qu'il y a eu. Alors il y a certains films où il y a des choses plus intéressantes que dans d'autres. Par exemple, le parcours d'Ant-Man au cinéma est un parcours vraiment passionnant, parce que c'est un développement qui a duré 10 ans, qui s'est pas super bien passé sur la fin. Il y a des films un peu plus anecdotiques comme le deuxième Thor par exemple, qui d'un point de vue production n'est pas particulièrement foufou, mais il se passe toujours des choses sur les tournages. Et quoi ? J'apprends qu'il y a eu 2 Thor. Il y a eu 2 Thor, et il y en a un troisième qui arrive et qui s'annonce pour le coup qui a l'air pas mal, très bien, qui est réalisé par un monsieur qui s'appelle Taika Waititi, qui est un monsieur qui a fait un film sur des vampires qui sont enfermés dans une maison et qui s'ennuient, et qui s'appelle What We Do in the Shadows, qu'il faut absolument voir. C'est une comédie fantastique, et c'est un mec complètement délirant. Donc je pense que le troisième Thor va pas avoir grand chose à voir avec les autres. C'est tout ce qu'on demande. C'est aussi enfin je continue à en parler parce que c'est un sujet que j'apprécie, mais c'est aussi un des outils de la réussite de Marvel, c'est d'avoir été chercher des réalisateurs qui n'étaient pas des réalisateurs de blockbuster à la base. Alors c'est aussi un point de vue financier, c'est des réalisateurs qui coûtent moins cher, donc c'est toujours plus intéressant, mais aussi surtout c'est des réalisateurs qui ont apporté quelque chose chaque fois d'assez personnel dans l'univers Marvel. C'est
pas toujours visible dans tous les films, mais voilà, on reconnaît la patte de Joss Whedon dans le premier Avengers, on reconnaît la patte de Joe Johnston sur le premier Captain America. Après, ils sont allés chercher aussi des réalisateurs moins connus, des réalisateurs de télé comme les frères Russo qui sont devenus centraux dans la réussite du James MCU Gunn, aujourd'hui. c'est évident également. James Gunn, voilà, c'est aussi son film. On peut reprocher plein de choses à l'univers Marvel, mais pas de brider ses réalisateurs, puisque bon, il faut quand même garder une homogénéité, il faut faut que tout ça se communique et que ça ne se contredise pas, comme c'est le cas chez la Fox, par exemple, où il y a personne qui supervise en fait l'univers de manière à part la production. Et ils font pas ça très bien, puisque d'un film Wolverine à un film X-Men, ça se contredit en termes de continuité. Donc ça, c'est vraiment problématique. Là où Marvel a réussi à vraiment toujours faire en sorte, je crois qu'ils ont des réunions tous les 15 jours dans une retraite avec les réalisateurs des films en cours, avec tous les producteurs, avec toute la hiérarchie de Marvel Studios, et où ils font le point, quoi. C'est une vraie entreprise, quoi. Ouais, tout à fait. Les mecs gèrent leur business vraiment proprement. Un petit board, un petit bulletin, et on fait des rapports. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils peuvent prévoir aussi les films à super longtemps. Ouais. On a un terme qui va jusque dans les années 2020, je crois. Hein, sur, Ouais, ils ont des films annoncés jusque 2021 maintenant, et en gros, on n'a pas les titres pour les 3 ou 4 derniers. Là, on attend probablement la prochaine Comic-Con là, qui va avoir lieu en juillet. Mais ils savent, quoi. Mais eux savent. Et ils savent, et surtout, il n'y a rien qui est dans le marbre, jamais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Par exemple, au tout début du MCU, il était prévu de sortir Ant-Man en tout début. Pour ceux qui connaissent pas, dans les comics, Ant-Man est vraiment un des membres fondateurs des Avengers. Donc l'idée, c'était de refaire à peu près la même chose dans les films, sauf que le chantier d'Edgar Wright s'est éternisé, il y a eu des problèmes, etc. Donc ils ont dû inverser changer toute une partie de leur arc narratif. Et ils peuvent le faire parce qu'ils sont en permanence en flux tendu, en permanence sur plusieurs projets, et ces projets communiquent entre eux, donc ils peuvent vraiment changer de cap assez facilement sur un truc quand ça se passe pas bien. En fait, là, on est en train de parler quasiment de la production d'une série, mais à l'échelle de films de 2h30. Ce que plein de gens reprochent d'ailleurs, plein de gens reprochent, c'est de se dire que là, maintenant, on va au cinéma pour voir un épisode d'une série télé, en fait. Moi, je trouve ça cool, parce qu'il y a une continuité, je retrouve des persos dans un film qui était apparu dans un autre, les gens, ces personnages communiquent, et puis ça va être culminant dans Infinity War, où là, ils annoncent, je crois que le roster est de plus de 80 persos, dont un plan avec une 60aine de personnages actifs. Donc voilà, je pense que ça va être complètement surréaliste. Et il risque d'être cher, ce plan. Alors le plan risque d'être cher, mais ça je pense qu'ils ont les thunes, mais en revanche c'est très casse-gueule d'un point de vue narratif, 80 persos avec des trames parallèles, etc. C'est vraiment ambitieux, donc je leur fais confiance. Ils ont montré, en tout cas pour moi dans Civil War, qu'ils étaient capables de gérer plusieurs arcs parallèles avec des personnages un peu séparés. C'était la même chose dans Guardians 2 aussi, donc je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, donc oui, le bouquin donc le bouquin nous raconte tout ça, voilà. Et du coup donc vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui. C'est sur le site de Ford Editions, dans la collection Force. C'est le premier numéro d'une nouvelle collection dédiée à la pop culture, et on peut l'acheter, je crois qu'il est à 30 balles en first print avec une couve spéciale, et puis sinon il sera disponible dans toutes les librairies d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines on m'a dit, donc voilà, et il est disponible en format numérique aussi pour ceux qui lisent sur tablette. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé avec plaisir. De ce livre. Mais il faut m'arrêter un moment. Ouais, on n'avait pas envie parce que c'est super passionnant en fait. Il y a des tas de trucs qu'on connaît pas. Voilà, c'est un sujet qui passionne. Je suis content que tu me le dises, parce que parfois j'ai un peu l'impression d'être tout seul dans ma bulle, mais c'est vrai que d'un point de vue business, d'un point de vue production, d'un point de vue culturel, c'est super important ce qui s'est passé, qu'on aime ou pas. Je pense qu'on peut pas nier le fait que les 10 dernières années, dans le cinéma en tout cas, Marvel est passé de personne à un player important, quoi. Enfin, oui, clairement. Voilà. Clairement, ça personne peut le nier autour de cette table, en tout cas je crois. Et écoutez, personne ne va le nier, vu que c'est la fin de ce podcast, ça permet de faire une belle transition. Donc merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était le premier numéro donc de notre podcast Numérama, Club Internet, et j'étais aujourd'hui avec Nelly, avec Alexis et avec Faskill. Donc merci à vous et à bientôt sur Numérama. Merci. Salut.